qu'il y a encore des personnes qui s'installent et le fait de se lancer les fera probablement venir. Donc, je me présente, je m'appelle Léo Malétroit, je suis chargé de mission auprès de la directrice générale adjointe chargée des solidarités à la métropole de Lyon. Je suis ravi d'accueillir les personnes qui sont autour de cette table ronde et qu'on va présenter dans un instant. Et merci pour votre présence à cette table ronde. Pour rappel, dans cette salle, parmi vous, on trouve des élus, des professionnels, des associations, des collectivités territoriales ou d'autres acteurs publics et privés intéressés, avec le point commun d'être confrontés aux difficultés que peut faire naître la dématérialisation en matière d'accès aux droits. Et donc pour bénéficier des éclairages qui peuvent être les vôtres, chacun depuis votre positionnement spécifique, on s'assurera de garder un temps en fin de cette table ronde pour des échanges. Donc pensez bien à noter vos questions ou réactions ou témoignages. Je pense que ce sera vraiment intéressant de pouvoir s'exprimer et faire rebondir avec ce qui aura pu être dit autour de la table ronde. Mais justement, je me tourne vers les personnes assises à mes côtés. Je les présente en un instant et elles pourront se présenter un peu plus longuement si nécessaire. Donc, en partant de ma droite, Élise Brissot, vous travaillez pour Forum Réfugiés, vous êtes chargée d'accompagnement social et logement. À votre droite, votre collègue Modeste Guerde, qui est chargée également à Forum Réfugiés d'accompagnement, mais plutôt sur emploi-formation. Avec nous également Oumar Diao, qui est juriste au village du droit des étrangers, et sa collègue Cindy Morillas, qui se joindra peut-être à nous pour la présentation. Et enfin, à droite, deux collègues conseillers numériques à la MMIE, Maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, que sont Linda Ayadi et Karim Karbal. Merci beaucoup d'être ici. Donc pour lancer un petit peu notre discussion, peut-être rappeler que la dématérialisation des démarches, ça touche de nombreux publics, mais on a choisi ici de s'intéresser en particulier aux étrangers, et donc peut-être se demander en quoi les démarches propres aux étrangers sont d'une complexité particulière ou demandent un traitement particulier pour assurer leur accès aux droits. Et pour le comprendre, on propose de commencer par rappeler qui sont ces étrangers. Je me tourne vers vous, Oumar Diao. De qui parle-t-on? De quelle démarche en ligne parle-t-on? On va vous donner un micro. Je vais aller chercher un micro. De qui parle-t-on? On parle des populations les plus précaires, on parle des personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, parfois ne sont pas logées. Donc, du coup, voilà, c'est les personnes les plus précaires par rapport à l'informatique. Oui. Je peux aller là ou là? Parce qu'on m'a dit que vous allez là. Vous voulez. Cindy, viens. Désolé. Vous avez prévu quelques slides, du coup, pour nous exposer tout cela. Personne est en haut. Voilà. Ok, bonjour, moi c'est Cindy Morillas, je suis également bénévole au village du droit des étrangers. Donc on va vous présenter les difficultés, donc on va d'abord se présenter en introduction. On va vous présenter les outils de la dématérialisation dans les démarches des personnes étrangères dans l'accès aux droits hors asile, parce que c'est plutôt Forum qui s'en occupera. Et puis les difficultés spécifiques qu'on rencontre dans le cadre de la dématérialisation, principalement sur les plateformes de l'ANEF et démarches simplifiées. Tu veux faire? Oui. Donc du coup, V3DE, Village du droit des étrangers, c'est une association qui a été créée en 2020. Avant, j'étais, responsable des permanences juridiques de la CIMAD à Lyon. Donc du coup, j'ai quitté la CIMAD et de là, l'association a été créée par des avocats et des juristes. On est en nombre de à peu près 18 à 20 bénévoles qui sont des bénévoles dans cette structure. Et dans la permanence, on est à l'Arche de Noé, juste à côté. Voilà, à Lyon 7e. On accueille à peu près plus de 1500 personnes par an. Le matin, quand on vient, d'ailleurs, au niveau de la permanence, on retrouve, alors que nous, on prend que 33 personnes, et on retrouve 70, voire 90 personnes qui font la queue. Il y a des gens qui viennent 6 heures du matin pour avoir une place. Voilà. Et on est la seule sur Lyon qui est une association spécialisée en droit des étrangers, composée d'avocats et de juristes. On a les deux côtés, les deux façades.
Voilà. Ok, donc sur les 33 personnes qu'on reçoit par permanence, il y en a au moins une moitié qui concerne du coup leur démarche en ligne et qui rencontrent notamment des difficultés en termes de perte de droits, que ce soit au travail, prestations sociales, divers problèmes. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc en fait, la dématérialisation, elle est rentrée dans le code du droit des étrangers en 1er mai 2021 à l'occasion ils ont changé les titres, les numéros d'articles, et en même temps ils ont intégré donc la possibilité de demander des titres de séjour au moyen d'un téléservice, donc d'un site internet, qui s'est mis en place dans la foulée. Slide suivante. Donc, il y a eu des associations du coup qui ont saisi le défenseur des droits parce que ça a généré beaucoup de difficultés, puisque maintenant il y a en fait beaucoup de préfectures qui n'ont plus permis l'accès physique à leur guichet. Et il y a aussi des bugs informatiques. Ah oui, il y a marqué devant. Oui, vas-y. Oui, là surtout, ça concerne. On voit de plus en plus des entreprises qui se créent et essayent de prendre des rendez-vous à la place des personnes. Par exemple, je peux donner l'exemple parfait de publicité. L'ADSL, qui est une entreprise qui est juste à côté de la préfecture, qui prend des rendez-vous, qui essaie de faire ces démarches-là, sachant que parfois, on retrouve des personnes qui n'ont pas pris le bon rendez-vous. Ils ne connaissent pas les statuts. C'est ça le problème, le statut des personnes concernées. Et du coup, nous, derrière, notre rôle, c'est de pouvoir revenir en arrière, recommencer, et c'est une perte de temps énorme pour les personnes. Vu que les personnes, dans le cas de démarches simplifiées, les gens attendent 2 ans, voire 3 ans ou 4 ans pour avoir un rendez-vous à la préfecture du Rhône. Et donc, du coup, quand vous prenez un rendez-vous et que vous ne connaissez pas le statut de la personne, rebolote, donc du coup, nous, on recommence derrière. Et c'est ça les difficultés qu'on rencontre, surtout par rapport à ces entreprises. Alors, en conséquence, il y a le Conseil d'État qui s'est prononcé sur la question. Donc, le 3 juin 2022, il y a eu une décision qui a contraint du coup le gouvernement à modifier la réglementation afin que les préfectures garantissent un accueil et un accompagnement non dématérialisé pour les usagers et en particulier les personnes étrangères. Donc c'est le décret du 22 mars 2023 qui a conduit donc à l'ajout dans l'article qu'on a vu tout à l'heure d'un paragraphe qui donc oblige les préfectures à mettre en place une situation de substitution sous la forme notamment d'un accueil physique. Peut-être pour finir sur le point d'avant, sur la préfecture du Rhône, en fait, il n'y a pas de guichet physiquement disponible facilement. Ils ont plutôt mis en place un système de formulaire qu'on va voir tout à l'heure dans la suite de l'exposé. Dans la présentation, on peut passer. Donc, on a plusieurs outils de dématérialisation. Nous, on va se pencher plus précisément sur l'ANEF, qui signifie Administration nationale des étrangers en France. Déjà, ça prête un peu à confusion parce que quand on va sur le site, c'est plutôt écrit étranger en France. Nous, dans la pratique, et je pense que vous aussi, on utilise plutôt le terme ANEF. Donc bon, EF, c'est étranger en France, mais bon, je trouve que ça prête quand même un peu à confusion. Ensuite, on a le site démarche simplifiée. Puis, on a aussi des systèmes de prise de rendez-vous à la préfecture en ligne. Donc, quand le titre est prêt, donc ça se trouve le lien sur le site de la préfecture. Et on a aussi un site spécial pour le renouvellement du récépissé papier. On ne parlera pas du portail de l'OFPRA. Je pense que les collègues peut-être en parleront. Il faut savoir qu'on peut s'identifier avec France Connect sur l'ANEF et démarches simplifiées. Mais donc, ce n'est pas une obligation. Les personnes peuvent créer leur propre compte sur ces sites. Alors, c'est important de savoir qu'il faut une adresse mail, c'est un compte. On ne peut pas ouvrir plusieurs comptes avec une même adresse mail. Donc ça, en fait, avant d'aller sur les sites, il faut vraiment passer par le site de la préfecture du Rhône. Parce que vous l'avez vu, on a plusieurs sites. Et en fait, ça change beaucoup. À terme, tout est censé se mettre sur l'ANEF. Mais pour l'instant, on a donc notamment ANEF et démarches simplifiées, les deux principaux. Et il y a des titres de séjour qu'on va retrouver sur l'ANEF, des titres qu'on va retrouver sur démarches simplifiées. Il faut vraiment passer par accueil des étrangers du site de la préfecture du Rhône. Slide suivante, s'il vous plaît. Et là, on va voir les différents motifs qui vont apparaître.
sur la colonne de gauche, donc là c'est juste une capture d'écran, mais ça fait toute une page. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette page. Oui, voilà, c'est rassurant. Donc du coup, par exemple ici, on voit les demandes ANEF sur la gauche et toutes les démarches suivantes qui ne sont pas concernées, comme recherche d'emploi ou création d'entreprise. Là, ça va être sur démarche simplifiée. Donc, du coup, là, par rapport aux visas, notamment, c'est les visas, soit des personnes qui sont venues dans le cadre de regroupement familial, donc c'est un visa D valant titre de séjour, voilà, soit c'est dans le cas des étudiants, voilà, aussi qui viennent, ou ascendants français, descendants français. Il y a plusieurs structures. Il y en a une dizaine de structures. Et les personnes, quand ils viennent en France, ils passent obligatoirement pour avoir un VLSS ou un visa D simple. Après, la demande d'autorisation de travail, quand vous arrivez au niveau de l'ANEF, c'est quoi? C'est des demandes d'autorisation, notamment pour les étudiants étrangers, quand ils finissent leur cursus scolaire. Là, ils sont obligés, soit ils ont un titre de séjour qu'on appelle création d'entreprise, recherche d'emploi. C'est la France qui leur permet de rester en France pendant 1 an et de pouvoir avoir une expérience acquise. Et de là, s'ils finissent ce parcours-là, ils doivent obligatoirement trouver du travail. Sinon, ils restent en situation irrégulière. 90% des étudiants, en général, s'ils ne repartent pas, ils sont en situation irrégulière parce qu'ils ne sont pas recrutés. Voilà. La naturalisation, qu'est-ce qu'on peut en dire? La naturalisation, en ce moment, ça a changé. La naturalisation, avant 2 ans ou 1 an et demi, tu as un rendez-vous de naturalisation. Là, en ce moment, il faut 4 ans pour avoir un rendez-vous uniquement. Et après, la procédure, normalement, dans la loi, c'est 1 an, 6 mois. Donc, nous, par exemple, au niveau du village du droit des étrangers, on ne fait plus de naturalisation. Parce que moi, je n'ai pas envie de suivre une personne pendant 4 ans et après suivre encore 1 an, voire 6 ans, uniquement pour naturaliser une personne. C'est pour ça qu'on n'en fait pas, que ce soit asile ou la naturalisation, nous, on n'en fait pas. Voilà. Après, les titres de voyage, je voulais en parler, c'est surtout par rapport aux mineurs. Vous savez que les mineurs, en tout cas les personnes nationalités étrangères qui sont mineures, quand ils arrivent en France, ils n'ont pas de titre de séjour jusqu'à 18 ans, à leur majorité. Donc, ils ont ce qu'on appelle un document de circulation pour mineurs étrangers, le DCEM. Donc, du coup, il faut passer aussi par l'ANEF pour pouvoir avoir ce document-là. Et après, je ne vais pas parler le BPI, c'est ceux qui ont le passeport de voyage pour les réfugiés, je ne vais pas en parler. Après, oui, que ce soit renouvellement, demande de titre de séjour, on retrouve le salaire. Est-ce que vous pouvez effacer le salaire? Voilà, c'est là. Quand on arrive au niveau de l'ANEF, voici la configuration, la plateforme où on doit prendre des rendez-vous selon le statut des personnes. Et souvent, c'est là les personnes qui ne connaissent pas les statuts. Par exemple, une personne qui me dit vie privée familiale. Moi, en tant que juriste, je sais que dans le droit des étrangers, il y a plus de 16 statuts qui concernent vie privée familiale. La personne qui prend numérique, qui prend rendez-vous, première demande de titre de séjour. Donc, du coup, là, elle ne prend pas le bon statut. C'est pour ça qu'il faut connaître avant de pouvoir prendre un rendez-vous. Par exemple, sur vie privée et familiale, peut y avoir conjoint de français, peut y avoir étranger malade, donc différents motifs. Et là, d'après le site de la préfecture du Rhône, au 25 septembre, on a daté parce que ça bouge très vite, on a donc les motifs qui sont listés, qui ne sont pas encore concernés par les premières demandes de titres relevant de l'ANEF. Il faut bien lire, parce que c'est une tournure négative. Donc quand on regarde vite fait, on peut croire que c'est ceux qui sont disponibles, mais il faut bien lire mot à mot. Et que là, ceux-là, ça veut dire qu'ils sont plutôt sur démarche simplifiée. Donc il faut être très attentif. Et puis peut-être juste dire aussi que c'est en fait super important de rencontrer des juristes avant de suivre, d'accompagner des personnes, parce que par exemple, on peut avoir la question de la carte de résident, ou si on fait une simple demande de renouvellement, en fait, la personne, elle aura qu'une carte de séjour pluriannuelle. Elle a déjà une carte de séjour pluriannuelle, elle peut avoir droit à une carte de résident. En fait, carte de résident, il y a du coup un bouton spécial sur le site Accueil des étrangers pour le demander. Si on passe pas par là, la personne, elle va se voir renouveler. Une personne qui a déjà une carte de séjour pluriannuelle va encore avoir une carte de séjour pluriannuelle, peut-être jusqu'à 4 ans, alors qu'elle pourrait avoir droit à un titre de séjour de 10 ans. Une carte de résident. Il y a notamment une dizaine de pays qui ont des conventions où au bout de 3 ans de résidence en situation régulière, elles ont droit à une carte de résident. Et ça, si on n'est pas juriste, on ne le sait pas forcément. Donc ça, c'est juste un exemple. On peut passer à la slide suivante. Donc là, on en parlait tout à l'heure. Voici ce qui a été mis en place par la préfecture du Rhône pour pallier
aux bugs aux difficultés que rencontrent les personnes avec l'ANEF. Donc c'est un formulaire, donc ça c'est le haut du formulaire. Sur le slide suivant, on a le bas du formulaire. Donc le formulaire est relativement simple, mais donc il n'y a pas d'interlocuteur physique, il n'y a pas ça. En ce moment, on peut revenir, voilà. En ce moment, il y a un gros problème sur le renouvellement des autorisations de prolongation d'instruction. Je suis sûre qu'il y en a qui ont rencontré ce problème-là. En fait, ce qui se passe, c'est que ça a beau être dématérialisé, il y a une validation humaine du passage d'une étape à l'autre. Et donc, quand il y a une autorisation de prolongation d'instruction, quand elle arrive à expiration, s'il n'y a pas quelqu'un qui a validé le renouvellement, et ben en fait, l'API, donc autorisation de prolongation d'instruction, n'est pas prolongée, mise à jour. Et les personnes, du coup, se retrouvent en rupture de droit parce que l'employeur remarque, et les différentes institutions, puisque la personne donne à chaque fois le titre, le document qui lui donne le droit au séjour. Ouais, donc là, au 20 septembre, c'est les différents motifs qui sont disponibles sur démarche simplifiée. Donc, on a l'admission exceptionnelle au séjour, salarié, tout ce qui est salarié, travailleur temporaire, avec ou sans autorisation de travail, c'est là. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et surtout, ce qu'il faut savoir au niveau de l'ANEF, l'ANEF en général, en ce moment, c'est la plupart des demandes, ce qu'on appelle du plein droit. Les demandes du plein droit en dehors d'étrangers malades, voilà, c'est l'ensemble des titres de séjour du plein droit. C'est-à-dire parents d'enfants français, conjoints français, ascendants, membres de famille française. Voilà. Donc, ce sont ces titres-là qu'il faut passer par l'ANEF, en dehors d'étrangers malades, qui est une exception. Et après, au niveau démarche simplifiée, c'est uniquement l'ensemble des titres de séjour qui sont liés au pouvoir discrétionnaire du préfet, avec le L435-1. Donc, du coup, il faut passer uniquement, spécialement par démarche simplifiée. C'est lié à ces deux plateformes, soit l'ANEF, soit démarche simplifiée. ANEF plein droit, parce qu'on nous avait dit 20 minutes, mais on a tellement de choses à dire. Donc, on peut passer et on pourra échanger. Donc là, c'est un autre site qui est pour la prise de rendez-vous quand le titre est prêt. Donc, pareil, il faut passer par accueil des étrangers pour tomber là-dessus. Slide suivante. Donc voilà, on peut continuer. Ça, c'est les pages pour... Maintenant, ici, il y a un site spécial pour le renouvellement du récépissé papier. Donc, les personnes ne sont pas obligées d'envoyer. Il y avait une démarche avant par courrier. Là, en fait, il y a un site internet qui est vraiment simple, du coup, à remplir pour nous qui accompagnons les personnes, où il faut juste mettre nom, prénom, vraiment informations basiques, plus une photo du récépissé. Donc, la personne garde son récépissé et c'est automatiquement en ligne. Ensuite, donc les difficultés, il y en a 3 grandes. L'impossibilité de prendre des rendez-vous, des annulations et des reports de rendez-vous, l'impossibilité de contester les décisions de classement sans suite, et donc les problèmes, on se trouve avec des pertes de droits au séjour. Donc, on a affaire à l'absence de créneaux disponibles, ce qui fait que souvent, on va introduire un contentieux après les 4 mois, après la décision, le délai de décision implicite de refus, avec des avocats, faire des recours pour demander à la préfecture de donner un rendez-vous. Donc, c'est quand même un peu ubuesque d'en arriver à ce point-là, parce que là, on n'est pas au stade d'une décision sur une demande, mais juste au stade de prendre un rendez-vous. Donc en plus, il faut démontrer qu'on a fait avec des copies d'écran. Les copies d'écran, il faut bien qu'elles soient datées. Sur les téléphones, c'est souvent impossible de dater. On veut bien demander aux gens, mais il faut leur copie d'écran. Il n'y a pas la date, donc du coup, ça montre pas, le fait que ça a duré au moins 6 semaines. Les décisions de classement sans suite. Oui, ce qui est important au niveau des, comment on appelle ça? Allô? On peut arrêter si c'est bon. Les décisions de classement sans suite, souvent c'est des cas, notamment l'admission exceptionnelle. Voilà. Dans l'admission exceptionnelle, beaucoup de personnes, ceux qui attendent 2 ans, voire 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai des dossiers, des gens qui attendent 4 ans pour avoir un rendez-vous, soit en tant que parent d'enfants scolarisés, soit en tant que conjoint d'un étranger qui vit avec une personne qui est en situation régulière, qui a une carte de 10 ans, soit une demande d'admission exceptionnelle dans le cadre du travail. 4 ans, ils attendent 3 ans, voire 4 ans, un rendez-vous à la préfecture de Rhône. Donc, du coup, il faut, pour moi, en tout cas, le plus rapide, c'est pouvoir passer, soit vous choisissez un avocat, vous allez voir un avocat, afin que l'avocat puisse aller au contentieux. Parce que c'est vrai que les gens attendent longtemps à Lyon. C'est la préfecture la plus dure de France. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le barreau qui l'a dit. Donc c'est pas Oumar Diao, c'est le barreau. Ok, je vais prendre.
Donc maintenant, avant, on avait le récépissé papier qui est remplacé du coup en partie par diverses attestations en ligne. Donc, règles de délivrance des récépissés et attestations en cours d'instruction du dossier. Donc, ça diffère selon les demandes et les motifs de séjour. Donc, première étape, c'est une attestation de confirmation de dépôt qui est délivrée immédiatement quand on dépose la demande. Ça, c'est donc le récépissé que tout le monde connaît, je pense. Il existe 3 types d'attestations pouvant être remises pendant l'instruction en ligne. Donc, on a l'attestation de dépôt, donc confirmation de dépôt, qui ne justifie pas de la régularité du séjour. Donc, parce qu'en fait, c'est juste un dépôt, il n'y a pas encore eu d'analyse. Ensuite, donc voilà, c'est marqué tout en haut de quelle attestation il s'agit et en bas, donc des droits que les personnes ont ou n'ont pas. L'attestation lors d'une demande de renouvellement. Tout à l'heure, c'était première demande, là, c'est renouvellement. Pareil, ça constitue pas une preuve, on revient, une preuve de régularité du séjour, alors que les personnes peuvent être en situation régulière, notamment le cas des cartes de séjour pluriannuelles. Les personnes maintiennent leurs droits 3 mois jusqu'à 3 mois après l'expiration du titre de séjour. On rencontre beaucoup de difficultés, par exemple, face à des employeurs qui, parfois, on a beau leur présenter le texte de loi, ils refusent de laisser travailler la personne alors qu'elle a bien son droit au travail et la préfecture ne répond pas toujours. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, faut pas se fier forcément à ce qu'il y a écrit. La personne peut avoir des droits, même si c'est écrit qu'elle n'a pas le droit. Voilà. Ensuite, l'API ou ADP, en plus, il y a plusieurs acronymes, pour l'autorisation de prolongation d'instruction. Donc, cas d'une première demande, on peut aller slide suivante parce que c'est tout marqué dessus. Autorise la présence, ne permet pas l'ouverture de droits sociaux, permet pas d'exercer une activité professionnelle, sauf si une autorisation de travail a été obtenue. Bon, en fait, l'autorisation, de prolongation d'instruction pour une première demande, c'est ça. Attendez, revenez s'il vous plaît. Là, elle permet pas d'exercer une activité professionnelle, sauf si une autorisation de travail a été obtenue. Comment on peut interpréter ça? Ça veut dire que les employeurs peuvent demander une autorisation de travail et la préfecture peut répondre favorablement. En fait, une autorisation de travail, de toute façon, c'est lié à un travail. Donc, dans tous les cas, l'entreprise doit vérifier si la personne a une autorisation de travail, même si elle a un titre de séjour salarié. Il faut une autorisation de travail qui est liée à ce contrat de travail. À chaque fois qu'il y a un changement de contrat de travail, l'employeur a l'obligation de vérifier auprès de la préfecture si la personne a une autorisation de travail ou de faire une demande d'autorisation de travail. L'espace Schengen, en fait, souvent il y a écrit ce document autorise ou n'autorise pas les frontières de l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est un ensemble de 29 États aujourd'hui, et ça veut dire que les personnes peuvent se balader quand il y a marqué ne peuvent pas franchir l'espace Schengen, ça veut dire qu'elles peuvent se balader à l'intérieur de l'espace Schengen. Quand ça autorise le franchissement, en fait, c'est surtout que ça autorise l'entrée. Parce que pour partir, là, ils sont contents quand les étrangers y partent. Mais c'est pour rentrer que ça peut poser problème. Donc, quand il y a marqué n'autorise pas le franchissement, c'est pour entrer dans l'un des pays si la personne sort de cet espace. Il y a beaucoup de confusion là-dessus, je pense que c'est important de le dire. Suivante. Merci. Donc là, c'est en cas de renouvellement de titre de séjour. Donc, vous pouvez lire, c'est les mêmes phrases plus ou moins. Suivante. C'est important de dire qu'il faut que la demande de renouvellement, tu veux le dire? Surtout, ce qui est important, il faut savoir, il y a 3 attestations. Il y a l'attestation de confirmation du dépôt, qui ne donne pas droit, en tout cas qui ne permet pas à la personne de dire que je suis en situation régulière. Il y a l'attestation de prolongation d'instruction, qui donne tous les droits. Parfois, les personnes n'ont pas accès. Et il y a l'attestation de décision favorable. L'attestation de décision favorable, c'est que la personne a tous les droits, normalement, il peut sortir du territoire. Mais dans la réalité, dans nos pratiques, oui, on a souvent des difficultés de faire appliquer, sauf qu'il faut passer par des voies, on discutera par rapport aux essences, qu'est-ce que nous on fait concrètement quand il y a des problèmes. Voilà. Et puis aussi, les 120 jours, c'est que oui, quand une personne a une attestation de prolongation d'instruction, par exemple comme parent d'enfant français ou membre de famille français, là, vous êtes obligé de déposer votre demande de renouvellement entre 120 jours et 60 jours. C'est une obligation. Sinon, si vous ne déposez pas, vous avez une pénalité. Et d'ailleurs, on a remarqué que la préfecture du Rhône fait payer 180 € à des personnes qui ne déposent pas correctement entre 120 jours et 60 jours. Et ça, il faut le savoir, ceux qui prennent des rendez-vous. Notamment, il y a des sanctions derrière. Slide suivante pour voir une attestation de décision favorable. Voilà, donc c'est vu. Suivante, je pense qu'on a bientôt fini. Voilà, on est dans les temps. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très complet.
et dont ce qui ressort le plus, c'est justement, je trouve, la complexité. Peut-être avant de discuter de cette complexité, je suis curieux sur cette décision du Conseil d'État qui a conduit à remettre en théorie un guichet physique, mais dans les faits, si je comprends bien, dans le Rhône, c'est un formulaire qui doit être déposé par mail. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus? Est-ce que selon vous, ça respecte le cadre? Parce que normalement, quand le Conseil d'État dit qu'il faut y ait accueil, accompagnement et une solution de substitution, il y a 3 mots. Pour moi, accueil au niveau de la préfecture, accueil, accompagnement, c'est uniquement, il faut contacter le centre de contact citoyen. Ça, c'est la première chose à faire avant de pouvoir contacter la préfecture. La deuxième chose, c'est que vraiment, si le problème insiste et existe toujours, là, vous pouvez relancer. Moi, la pratique, en tout cas, je dis souvent aux gens de pouvoir demander que la préfecture délivre un récépissé à la personne. Parce que le problème, l'enjeu, c'est le récépissé. Voilà, c'est le récépissé qui permet à la personne de pouvoir travailler. Donc, du coup, la personne peut demander avec un courrier, avec accusé de réception, à la préfecture de délivrer son récépissé dans le cas du dépôt. Il y a une liste à peu près 29 statuts qui sont concernés où la personne a droit au travail. Il doit obligatoirement avoir un récépissé avec droit au travail. Après, le dernier cas, c'est que contact citoyen, envoyer un courrier à la préfecture. Troisième élément, c'est le contentieux. Moi, je conseillerais aux gens soit de passer par le défenseur du droit, soit de chercher un avocat. Voilà, voici les 3 étapes. Mais dans les faits, si une personne ne peut pas accéder à l'ANEF, par exemple, est-ce que, in fine, elle peut avoir un canal de contact? Oui, il faut appeler le centre de contact. Tout le monde a son numéro, le numéro 08, tout ça. Il faut appeler. C'est d'abord en premier contact avec le CCC, je sais pas, les 3 C. Voilà. Et après de là, si le problème persiste, donc du coup, passer par le courrier. En tout cas, moi, je recommande les courriers recommandés avec accusé de réception. Merci. Merci beaucoup. Donc justement, ça nous a montré cette présentation que le sujet était vraiment d'une très grande complexité. Vous êtes, Cindy et Oumar, des juristes et donc vous arrivez à naviguer finalement dans cette complexité juridique, mais on a des collègues ici qui sont simples accompagnants numériques et pour autant doivent accompagner des personnes sur ces mêmes démarches. Donc je me tourne vers Linda par exemple. Comment finalement au quotidien vous faites? Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité sur ces sujets et quelles réponses vous êtes en capacité d'apporter et à quelles difficultés vous faites face en tant que non spécialiste? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, on a été déployés sur toute la métropole. Nos collègues sont pas nécessairement, on n'a pas tous été formés sur le terrain pour l'accompagnement à l'administration des étrangers en France. Mais on est déployés majoritairement sur l'accompagnement numérique global, c'est-à-dire toute démarche numérique en ligne pour les personnes qui sont éloignées du numérique. Mais il est vrai que je suis déployée sur la plateforme de Riolapap. La majorité des accompagnements numériques que je fais, à 85%, c'est pour l'administration des étrangers en France. Donc on constate dans un premier temps cet éloignement numérique. Lorsqu'on fait l'accompagnement, on constate qu'il y a des bugs lors des accompagnements. C'est vrai que la dématérialisation a facilité les démarches en ligne, mais pour certaines personnes, il y a des bugs. C'est-à-dire que lorsqu'on va entrer la date de validité et d'expiration du titre de séjour, il y a un bug. Comme il a été dit, on essaie de contacter l'ANEF Pro, c'est-à-dire le numéro 08 qu'on a tous d'ailleurs. Et ben, ils nous disent d'envoyer un mail avec la capture d'écran, l'heure, le lien, la date, avec les documents à joindre. En fait, il y a tout un protocole. Mais suite à cet envoi-là, il y a rarement une réponse immédiate. J'ai eu une situation qui est encore actuellement en cours de résolution. J'ai une dame qui venait dans mon bureau, elle voulait renouveler son titre de séjour. Il y avait un bug. On a créé le compte sur le site de l'ANEF. On a fait le dépôt de demande en ligne. La demande a été clôturée, supprimée. Il disait la demande ne doit pas être faite sur le site de l'ANEF. Veuillez vous rediriger auprès de la préfecture du Rhône. On prend un rendez-vous à la préfecture du Rhône. À la préfecture du Rhône, cette dame se déplace. Elle se fait complètement recaler de la préfecture en disant non, c'est sur le site de l'ANEF. On refait la démarche sur l'ANEF, clôture de la demande.
Mais au fur et à mesure des mois, je rentre dans le compte de la dame, je constate que le temps de validité de son titre de séjour est de 7826 années. Et après, on en a déduit que c'était une carte de résidente permanente. Malgré ça, on a essayé de faire le renouvellement de ce titre permanent, mais en fait, sur le titre de séjour, il n'est pas indiqué que la dame a une carte de résident permanent. Il y a une date d'expiration. Du coup, toutes les administrations demandent à ce que le titre soit à jour et valable pour qu'elle puisse bénéficier de ses droits et pour qu'elle puisse se réintégrer professionnellement. Donc voilà, ça c'est une situation qu'on a pu relever. Là, vous décrivez un bug qui est vraiment très, très parlant. Mais est-ce qu'en dehors des bugs, il n'y a pas aussi la crainte ou le risque de commettre des erreurs puisque on expliquait tout à l'heure qu'il peut y avoir 16 cas différents dans lesquels il faut sélectionner absolument le bon et sinon la demande est clôturée. Vous n'étant pas spécialiste, comment on s'en sort avec ça, quoi ? Lorsqu'on rencontre des difficultés au niveau des accompagnements, des démarches pour les étrangers en France, c'est vrai que parfois on n'a pas toutes les informations. Mais on a une bonne équipe, on se transmet majoritairement les informations qu'on recueille au fur et à mesure du temps. On a une collègue qui est accompagnée d'une juriste, donc on essaie de lui demander des informations à ce sujet. Et après, on recherche des informations en ligne. D'accord, merci. Parmi les étrangers, il y a des personnes qui se sont vues ouvrir des droits particuliers, les bénéficiaires de la protection internationale, et pourtant elles font elles aussi face à des difficultés particulières en matière d'accès aux droits par le numérique. Élise, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'accompagnement à Forum que vous êtes capable d'apporter à ces personnes ? Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par présenter très brièvement l'association pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Forum a été créé en 1982, donc ça fait 40 ans qu'on existe, qu'on accompagne et qu'on accueille les demandeurs d'asile et les personnes qui ont reçu un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, pardon. Donc ça peut être dans des SPADA, donc des services de premier accueil, dans des CADA, des centres de premier accueil, des CPH, etc. etc. Il y a aussi un service de plaidoyer. On est aussi présent dans les CRA, donc dans les centres de rétention administrative. Et aussi, du coup, avec le programme Agir, où nous, on s'occupe principalement de l'insertion donc socio-pro pour les personnes qui ont obtenu, du coup, un statut. Donc, on intervient après la demande d'asile. Je vais peut-être revenir aussi très brièvement sur le statut de réfugié. Qu'est-ce que c'est ? Donc, une personne qui est réfugiée, c'est une personne qui a donc obtenu une protection car elle avait des risques de crainte dans son pays d'origine, soit en fonction à cause de sa religion, de son ethnie, de son groupe social, de ses opinions politiques ou de sa nationalité tout simplement. Voilà. Et donc ensuite, les différentes difficultés qu'on peut avoir, ou en tout cas les démarches que nous, on peut mettre en place avec ces personnes-là. Donc ça va être très brièvement donc les demandes de titre de séjour en premier lieu, où là, effectivement, on peut avoir pas mal de problématiques aussi, notamment pour les personnes qui ont changé de statut, qui pouvaient être étudiants avant, ou notamment pour les réfugiés ukrainiens, qui avaient une protection temporaire avant et qui ont basculé sur un statut de réfugié. On peut avoir donc les demandes de titres de voyage, donc qui sont qui remplacent le passeport, étant donné que les personnes ne peuvent pas rentrer en lien avec leurs autorités, les autorités de leur pays d'origine. Donc, ce document-là vient remplacer le passeport de leur pays d'origine et leur permet de voyager. Cette demande-là ne peut intervenir qu'après l'obtention du titre de séjour, pas avant. Et parfois, il faut observer un petit temps de latence d'1 mois et demi, le temps que la NEF se mette à jour et que le titre de séjour soit bien reconnu. Donc, ce titre de voyage, il peut être pour les mineurs comme pour les adultes. Et donc après, il va y avoir effectivement donc, le site de l'OFPRA, avec tout ce qui va être les demandes d'état civil, les changements d'adresse, où toutes ces démarches-là, du coup, se font sur le site de l'OFPRA.
où du coup, il faut bien renseigner le numéro de dossier OFPRA qui est présent sur tous les courriers envoyés de l'OFPRA. Et je dis bien de l'OFPRA parce que les personnes qui sont passées en CNDA parfois ne gardent pas leur convocation de l'OFPRA et du coup perdent ce numéro-là. Donc après, ça devient très compliqué. Et donc ensuite, par rapport à l'accompagnement que nous, on propose vis-à-vis du numérique, en novembre 2021, on avait mis en place un service numérique à Forum, donc avec moi-même et un collègue. Lui était spécialisé dans les ateliers et les diagnostics. Donc il faisait un premier diagnostic avec les personnes et ensuite organiser des ateliers donc avec les personnes pour les aider à se familiariser soit avec le smartphone, soit avec l'ordinateur, suivant l'autonomie de la personne et puis les capacités au niveau de la langue. Et puis même si la personne n'avait jamais vu un ordinateur de sa vie, donc on repart des bases. Et moi, j'étais plus sur la partie donc démarche. Donc faire du coup toutes les démarches que j'ai énoncées précédemment avec eux. Leur expliquer comment fonctionne le site et les aider au maximum en sachant que le site n'est pas non plus très, on va dire, fait pour les personnes étrangères. Concrètement, pour les personnes qui ne parlent pas français, c'est très très compliqué. Le site est censé être traduit. Dans les faits, il ne l'est pas, ou en tout cas pas entièrement. Et donc en tout, donc le programme a duré à peu près 1 an et demi. Il a dû s'arrêter suite à un défaut de financement. Et donc on a accompagné à peu près 580 personnes sur donc, cette permanence numérique que j'animais. Et mon collègue a pu organiser à peu près 125 ateliers avec ces personnes-là, qu'il regroupait soit par niveau de langue, soit par niveau d'autonomie, on va dire. Voilà, donc après les problématiques principales que nous on a pu avoir donc sur ce programme-là, vu qu'on a un public qui est quand même majoritairement éloigné du numérique, soit à cause de la langue, soit, comme je disais, ça peut être aussi le niveau d'études. On a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas allées au-delà du bac. Voilà, donc c'est des problématiques en plus et on a eu du mal aussi à pouvoir les basculer vers le droit commun parce qu'il y avait des problématiques de garde d'enfants, de niveau de langue effectivement, où certaines associations demandaient plutôt le niveau A1, A2 et donc ça peut être assez pénalisant pour certaines personnes. Voilà, on a quand même essayé de mettre des partenariats en place, notamment avec Emmaüs Connect, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Voilà, puis après au niveau de la complexité des démarches, je dirais que c'était plus le vocabulaire employé sur la nef notamment, et puis sur le site de la préfecture, qui n'est pas du tout, qui n'aide pas, et notamment maintenant la demande de prise de rendez-vous, c'est bien complexifié je trouve, pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le français ou avec le numérique tout simplement. Voilà. Je me permets de rebondir sur cette question de la langue que vous introduisez et qui est intéressante parce que on voyait jusqu'à présent qu'il y avait plusieurs niveaux de difficulté qui se croisaient, juridique, numérique, et qu'une personne peut avoir seulement un des deux ou les deux, etc. Mais aussi la question de difficulté avec la langue. Et du coup, est-ce que dans vos accompagnements, à la fois côté MMIE et Forum, est-ce que vous êtes capable d'évaluer peut-être une part de personnes qui ne seraient pas en difficulté ni avec le juridique, en fait, s'en sortiraient plus tôt, ni avec le numérique, mais en fait, c'est vraiment la langue qui coince, auquel cas, peut-être que ce seraient des réponses spécifiques qui devraient être apportées. Je ne sais pas si vous voulez répondre d'abord, mais ouais, c'est vrai que... Sur les accompagnements majoritairement que j'ai eus pour les démarches ANEF, franchement, en toute honnêteté, les personnes... Déjà, nous, à titre professionnel, on a des difficultés. Alors imaginez si les personnes qui souhaitent faire le renouvellement du titre ou même la première demande ou n'importe quelle démarche en ligne, on va parler par exemple juste de la validation du VLSTS, donc c'est le visa long séjour. Si vous saviez les rubriques qu'ils ont rajoutées dernièrement, là, ça a été mis à jour, mais je leur déconseille même à titre professionnel de le faire seul. Donc pour répondre à la question au niveau de déjà, il y a la barrière de la langue. Majoritairement, c'est des personnes étrangères. Comme il a été évoqué, le site n'est même pas traduit. Donc
il faut une présence physique pour l'accompagnement de ces personnes-là, pour fluidifier les traitements de dossiers et pour qu'ils puissent obtenir le plus rapidement leur titre de séjour pour pouvoir travailler et bénéficier de leurs droits sociaux. Donc voilà. Ouais, je voulais juste rebondir très rapidement. C'est vrai que, je vais prendre un exemple concret, notamment la demande de DCEM dont on a parlé rapidement tout à l'heure pour les mineurs. Cette démarche-là, quand on veut la faire sur la nef, concrètement, elle est faite principalement pour les étrangers, je vais dire classiques, pas pour les réfugiés. C'est-à-dire que pour les réfugiés, donc quand on fait la demande au niveau des documents, donc on vous demande les e-photos, le passeport. Comme je disais tout à l'heure, une personne réfugiée ne peut pas avoir de passeport de son pays d'origine. Donc tout de suite, ça bloque. Parce que qu'est-ce qu'on met à la place ? On ne peut pas mettre de passeport, la personne n'en a pas. Nous, du coup, la solution qu'on a pu trouver à notre niveau, c'était de mettre la décision OFPRA de l'enfant, qui justifie du coup du statut de réfugié. Et à la fin, il y a un petit encadrement commentaire où là, du coup, on reprécisait la situation en disant que l'enfant étant réfugié, il ne peut pas avoir de passeport, etc., etc. Et ça a permis, du coup, de faire valider énormément de dossiers, parce que, du coup, au départ, quand la nef s'est lancée, c'est vrai qu'on ne savait pas quoi mettre. Et je pense notamment aussi au changement d'adresse sur la nef, où, quand on fait la demande de changement... Donc déjà, il n'y a qu'une seule démarche qui peut être faite à la fois sur la nef. Donc si vous avez une demande de titre de séjour, vous ne pouvez pas changer d'adresse en même temps. Voilà. Ou en tout cas, pas faire la demande. Et du coup, quand vous faites cette demande, je prends l'exemple de l'adresse, mais ça peut être autre chose, à la fin, on vous demande si vous voulez, du coup, une nouvelle carte avec votre nouvelle adresse ou pas. Pour beaucoup de personnes, c'est un gros stress de ne pas avoir l'adresse actuelle sur leur titre de séjour, à savoir que nous, on a fait l'erreur au tout départ, parce qu'à aucun moment sur la nef, c'est marqué que la demande de nouvelle carte sera facturée. Quand on met que la personne veut une nouvelle carte avec son adresse actuelle, c'est payant. Donc la personne, après, doit payer, c'est considéré comme un renouvellement de titre de séjour. Ça dépend des titres, mais en tout cas, nous, dans notre cas, c'est 225 €. Voilà. Merci. Donc, il faut aussi préparer les personnes à ça. Ces BPI, ils sont aussi accompagnés pas que sur leur démarche vis-à-vis de leur statut en tant qu'étranger, mais aussi sur les démarches de droit commun. Est-ce que, Modeste Guerd, vous pouvez nous expliquer un peu quel accompagnement Forum peut faire sur ce plan-là ? Bon, bonjour à tous. Avant de répondre à cette question, pour juste compléter Élise sur la barrière de la langue, il y a aussi la compréhension des formulaires mis en ligne sur tous ces sites-là qui est rédigé dans un français administratif, en général pas accessible à ce public-là, donc qui constitue un réel frein aussi. Voilà, donc c'était juste pour ajouter. Et pour les bénéficiaires de la protection internationale et les réfugiés subsidiaires, nous, on fait un accompagnement d'insertion socio-professionnelle. Ils sont finalement tous logés à la même enseigne sur les démarches en ligne que tout le monde, mais avec des difficultés en plus. Donc ces difficultés, on a déjà tous énoncé, fracture numérique, barrière de la langue, et tout cela, et même ils sont pas familiarisés assez avec les outils informatiques, et tout ça constitue déjà des barrières. Mais au-delà de ça, l'inscription, la création juste d'un compte à la CAF, nous on les accompagne dans ce sens et on est au devant quotidiennement de ces difficultés. Ou l'inscription ou la réinscription à France Travail, l'ouverture de compte CPAM et tout ça. Et après, il y a aussi des barrières périphériques. Le non-renouvellement de l'API, dont on a parlé tout à l'heure dans le récépissé, vient rajouter une autre difficulté où ça bloque. Donc, ça bloque ces droits, ça suspend les droits à la CAF de versement de ces droits-là, ou ça désinscrit
aussi au niveau du France Travail et tout ça. Et il y a aussi l'acte de naissance qui devait être produit normalement après l'obtention de la protection par l'OFPRA. Selon les nationalités, on peut attendre au-delà de un an et demi. Et pendant donc tout ce temps, il y a l'API qui est renouvelé tous les 3 mois. Après, on est passé à 6 mois, on est revenu à 3 mois. Donc, du coup, tous les 3 mois, déjà les chargés d'accompagnement, on est sous un léger stress parce que tout le monde nous tombe dessus. On va suspendre mes droits, comment faire, comment maintenir ces droits-là. Forum a pu donc développer des partenariats avec ces structures conventionnées, par exemple avec la CAF. On a un groupe BPI qui se met en place, qui est en train de se mettre en place. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle personne, BPI qui arrive, on envoie donc son API à la CAF pour qu'il passe dans ce groupe-là. Ça nous permet de ne pas avoir à faire face aux ruptures de droits du coup. Donc on reste tranquille pendant un moment et au fur et à mesure que les personnes arrivent, soit on envoie un mail, on a aussi un contact mail direct, ou on envoie un mail en disant voilà, cette personne est réfugiée, donc mettez-le dans ce groupe pour ne pas qu'il y ait rupture de ce droit. Parfois on agit en urgence aussi. On envoie directement dans le même jour pour demander que les droits ne soient pas arrêtés ce mois-là pour cette personne. France Travail est en train de mettre aussi en place ce partenariat. On a commencé il y a quelques mois. Donc, il y a un groupe BPI qui est créé avec des référents BPI dans les agences Pôle emploi. C'est en train de se déployer. On est toujours en contradiction. Parfois, ils sont toujours suspendus ou désinscrits encore. Mais on repart vers ces référents-là pour faire les points parce que dans chaque agence, ils essayent d'estampiller, donc de mettre un groupe de BPI pour ne pas qu'il y ait ces désinscriptions automatiques. CPAM, pareil, on a un contact aussi. Voilà, donc à chaque fois, on envoie un mail, on appelle pour dire attention, c'est un réfugié, ne suspendez pas. Et voilà. Et pour les entreprises aussi, la plupart des entreprises n'ont pas la superbe compréhension déjà des titres des étrangers en général et des réfugiés en particulier. Toujours l'API qui se présente sur un papier A4. Alors, il y a des entreprises qui comprennent pas du tout, donc qui renvoient ces personnes vers nous en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, nous on peut pas prolonger soit le contrat ou pas les recruter. Du coup, on explique, on dit que voilà, ils ont la protection, ça suspend pas leurs droits, c'est juste un document qui permet d'attendre la production du titre de séjour et cette production attend aussi l'acte de naissance de l'OFPRA. Tous ces processus génèrent non seulement de l'angoisse, de l'incertitude et ne facilitent pas forcément une intégration socio-pro sereine, que ça soit du groupe, que ça soit du côté, de ce public déjà en précarité et en difficulté qu'on accompagne. Mais nous aussi, sur le terrain, on fait face à ça, à tout le temps, à expliquer, à repartir, à rappeler. Donc voilà, mais on essaye avec les partenariats mis en place, avec les conventions et tout ça, à faire au mieux. Et je pense que ça commence à se délayer un peu, à se fluidifier un peu, on va dire. Merci. Je ne sais pas si des personnes autour de la table veulent rebondir. Sinon, peut-être... Oui, les entreprises, c'est vrai que juste pour juste compléter très rapidement, elle l'a très bien dit ma collègue, c'est juste que la spécificité des réfugiés, c'est qu'à partir du moment où ils obtiennent leur statut de réfugié, ils ont des droits. Et ces droits, même si leur API arrive à échéance, ils sont maintenus. Donc... même s'il y a un temps de latence entre les récépissés, cette personne ne perd pas ses droits, contrairement à une personne étrangère qui a fait une demande de titre de séjour pour un autre motif. Les personnes réfugiées ou bénéficiaires d'une protection subsidiaire ne perdent pas leurs droits. Voilà. Moi aussi, je défends les autres, parce qu'il faut toujours les classer. Donc, du coup, oui, il n'y a pas que les réfugiés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les API, il y a une liste de statuts, ils sont au nombre de 37 statuts qui ont droit, parce que l'API est égal à un récépissé avec droit au travail. Vous allez voir, il y a un article qu'on appelle
431-15-2, là, il y a la liste de l'ensemble des personnes concernées et qui ont droit de garder leurs droits. C'est-à-dire le droit de travailler, de pouvoir. Mais dans la réalité, avec l'ANEF, c'est la réalité que oui, l'ANEF ne donne pas automatiquement le droit au travail à ces personnes-là. Et pourtant, dans la loi, ils ont le droit de garder l'ensemble des droits qui sont attachés à leur titre de séjour, que ce soit dans le cas de renouvellement ou dans le cas de premier dépôt. Voilà. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas que les réfugiés. Il y a une liste de personnes, notamment réfugiés. Ils font partie, parents d'enfants français et d'autres, ils font partie. Mais il faut voir cette liste-là et il faut savoir contester. Il faut savoir contacter le centre de contact citoyen, et envoyer des lettres recommandées à la préfecture pour exiger, parce que c'est quand même un droit, exiger un récépissé à la personne avec droit au travail de cette personne. Et sinon, aller au contentieux. Moi, je vois que ces trois voies-là. Si on commence, de fur et à mesure, que ce soit les assistants sociaux, les éducateurs, on fait tous la même pratique, ils sont obligés de s'adapter par rapport à nous. Voilà. Merci. Avant de lancer les échanges avec la salle, peut-être vous donner la parole, Karim Karbal, pour nous dire un peu dans votre pratique de... Alors, on a commencé à le faire déjà, mais dans votre pratique en tant que conseiller numérique à MMIE, finalement, une fois qu'on a dit tout ça, comment on s'en sort ? Quelles ressources on active malgré tout, un peu en bricolage, parce qu'on sait que c'est souvent ça sur le terrain au quotidien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et avant de répondre à ta question, Léo, je tiens quand même à... Vous m'entendez ? Je tiens à rappeler le cadre général de notre mission de conseil numérique. Comme vous le savez certainement, notre mission a pour vocation d'accompagner les publics dans leur usage numérique au quotidien et dans un objectif justement d'autonomisation et de capitalisation. La réalité de terrain, l'élargissement grandissant du champ de la dématérialisation, l'évolution permanente des dispositifs juridiques administratifs, rendant de plus en plus complexes les démarches elles-mêmes, eh bien, font que cette finalité, j'allais dire, ambitieuse d'autonomisation est reléguée au second plan. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement dans les démarches liées aux droits des étrangers, malheureusement, ces accompagnements ne font pas exception à cette réalité, bien au contraire. Et comme il a été évoqué tout à l'heure, le CTNF est assez représentatif justement de cet enchevêtrement entre du juridique et du numérique. Voilà. Alors, donc ce qui nécessite de nous une espèce de polyvalence et de transversalité. Alors, numériquement, si je peux dire ça comme ça, numériquement et techniquement, l'utilisation usagère sur le site ANEF est assez accessible, hein, assez fluide. Il ne présente pas des difficultés particulières, si ce n'est des bugs ordinaires qu'on peut rencontrer de temps à autre. Il suffit de créer un compte, saisir des informations et déposer les justificatifs requis. Et j'allais dire le tour y jouer. Une demande de renouvellement, par exemple, d'une carte de résident peut être accomplie en une quinzaine de minutes, hein, chrono, en joignant une photo, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile et la signature d'un contrat d'engagement républicain. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est pratiquement, on a tendance à dire que il n'y a pas de problème par rapport à l'utilisation de la dématérialisation, justement, pour pouvoir faire des demandes liées aux droits des étrangers. Mais là où les choses se corsent, c'est quand il s'agit de faire un travail de vérification et de s'assurer que
les documents qui sont présentés par l'usager correspondent aux justificatifs requis et que surtout le statut de la personne corresponde à la démarche qui est sur le site. Ça, c'est un travail qui nécessite en permanence une veille informationnelle de notre part. Donc on fait ça sur le tas, hein, donc à chaque cas d'espèce, on est amené justement à chercher l'information, à croiser plusieurs éléments justement pour pouvoir apporter cette réponse qui se doit être crédible et fiable au risque de s'engouffrer dans des procédures interminables, parfois même désespérantes, hein, de rectification. Donc c'est pour cette raison que nous, conseillers de la MMUE, avons élaboré un tableau, hein, donc après concertation, discussion, débat démocratique, hein, parce que on prend le débat démocratique à la MMUE, hein. Je parle sous le contrôle de Hélène. Et donc on a élaboré un tableau justement qui, je ne sais pas si vous pouvez. C'est celui qui est projeté. Non, c'est ça. Ah, je peux faire. Donc on a élaboré un tableau où on a listé les démarches qu'on accompagne et les démarches qu'on n'accompagne pas. Donc les critères de sélection peuvent avoir l'apparence d'être un peu arbitraires, mais pas du tout. En fait, c'est en fonction de notre pratique. Donc pratiquement on fait toutes les démarches qui sont liées au renouvellement des titres de séjour, mais on ne fait pas justement les démarches qui sont liées aux demandes de nationalité, parce que comme vous le savez, il y a plusieurs types de naturalisation, hein. Donc il y a naturalisation par déclaration et qui se fait sur dossier, donc en présence physique à la préfecture. Donc on dépose un dossier, on prend un rendez-vous et on dépose un dossier à la préfecture pour faire cette naturalisation. Et il y a les naturalisations par décret. Donc les naturalisations par décret se font uniquement sur ANEF, hein. Donc c'est considéré comme l'État considère cette naturalisation comme une faveur, donc il exige beaucoup de conditions, hein, donc beaucoup de suivi. On le faisait à certains moments et c'est avéré en fait que c'est quelque chose qui peut être très très engageant, très responsabilisant pour nous. Beaucoup de documents, beaucoup d'enjeux de confidentialité, et donc on a estimé justement plus prudent de ne plus s'engager dans cet accompagnement. Quand vous dites très responsabilisant, ça veut dire que votre responsabilité a pu être engagée sur le plan juridique ou des personnes qui reviennent vous voir, ou comment ça se traduit concrètement? Justement, très engageant parce qu'en fait, il faut qu'on assure un suivi, parce que la demande, on peut pas la faire déjà en un seul rendez-vous, hein, donc ça. On a besoin de plusieurs rendez-vous pour faire cette demande, hein, donc avec beaucoup de documents à joindre, à scanner. Il y a un suivi aussi des étapes, l'étape de l'instruction, l'étape de la confirmation, de la conformité des documents, des rappels de la préfecture pour un complément d'information. C'est très engageant, très responsabilisant dans notre part. Donc on se doit justement d'être très précis. Au risque de voir les droits de ces personnes qui font leur demande très impactés. Donc, voilà. Et sur toutes ces démarches que vous ne faites pas, du coup, comment vous vous organisez au sein du territoire pour réorienter, j'imagine, et vers qui? Justement, donc l'orientation, il est pratiquement systématique quand on n'est pas en mesure d'apporter les éléments de réponse pour les personnes, ou quand ça ne rentre pas dans notre champ d'action. Donc on renvoie vers des partenaires, hein, donc la CIMAD, d'autres organismes qui sont spécialisés en droit des étrangers. Et donc oui, voilà, donc on fait une espèce d'orientation
systématique pratiquement dans des cas qui ne font pas partie de notre champ d'action. Merci. Et, ouais. Non, mais c'est bon. Bon, je vais donner la parole, peut-être, sauf s'il y a des réactions, mais peut-être donner la parole à la salle et vous laisser réagir, poser des questions ou témoigner, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi concernés par les mêmes difficultés et peut-être ont imaginé d'autres pistes de solutions. Alors, évidemment, ce n'est pas un débat particulièrement contradictoire, puisqu'on voit bien qu'il y a potentiellement un grand absent que serait la préfecture et qui aurait probablement beaucoup à dire. Mais néanmoins, voilà, la parole est à la salle. N'hésitez pas à lever la main, un micro va circuler. Bon, voilà, il y en a un peu partout. Ça vous fait réagir. Bonjour, donc Maxime Paris, médiateur numérique pour la ville de Villeurbanne. J'avais à la fois une question à poser, mais surtout un témoignage à apporter. C'est vraiment, toutes les problématiques que vous évoquez par rapport aux droits des étrangers, c'est beaucoup de problématiques de communication. En début d'année, et je vais dire sur les 6-7 premiers mois de l'année, on a observé les conséquences d'une annulation de façon arbitraire de la préfecture de, je sais pas, 80-90% de leurs rendez-vous. Et j'ai dû accueillir, à titre personnel sur des permanences, plusieurs dizaines d'usagers qui venaient tous pour le même cas de figure, tous pour la même situation. Mon rendez-vous a été annulé au bout de 6 mois d'attente, mon titre a expiré, qu'est-ce que je fais? Et dans tous ces cas de figure, on avait les mêmes problématiques. La préfecture n'apportait pas de réponse efficace. La préfecture ne nous donnait qu'une réponse vague, retournez sur la nef, faites la démarche, sauf qu'on était entré dans la situation où les usagers n'avaient plus leurs droits, étaient en rupture, donc il fallait trouver d'autres situations. Et effectivement, en tant que médiateur ou en tant que personne qui ne sont pas impliqués sur la partie juridictionnelle ou sur la partie légiste, on était obligé de se reposer sur les défenseurs des droits, sur les barreaux. Mais sur à peu près, je dois estimer une 50aine de situations, je n'ai pas eu un cas où j'ai pu avoir une discussion avec la préfecture efficace qui me disait pour ce cas de figure-là, voici la résolution. C'était toujours générique, c'était toujours un petit peu à côté de la plaque, et c'est vraiment ce côté communication sur lequel moi je souhaite inciter. Et pour simplement une question que je souhaitais poser, c'était par rapport à la naturalisation. Si même de votre côté vous ne le faites plus, vers qui est-ce qu'on peut se tourner à Lyon ou sur le territoire pour effectuer cette démarche? À Villeurbanne, je ne trouve plus de lieu sur lequel je peux orienter un usager. Donc voilà, je souhaitais poser cette question. Il n'y en a pas. C'est ça, hein, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y a les seuls... En tout cas, il n'y a que les entreprises qui font des demandes de naturalisation qui suivent sur le long terme. Mais nous, on ne voulait pas le faire parce que non seulement, même si on est 22 bénévoles au niveau de V3DE, mais on n'est pas des salariés, donc on ne peut pas accompagner sur le long terme. On n'est pas salarié. Certes, on a une association qui accompagne plus de 1500 personnes et 800 vers le droit commun. On n'est pas du financé. Et on n'est pas financier, nous ne sommes que des bénévoles, donc on ne pourra pas faire ça. Donc il faut aller voir les entreprises. Certes, même le défenseur du droit dit dans son rapport qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui sont concernées par la dématérialisation. J'ai vu ça, j'étais waouh, c'est un marché immense, énorme. Des personnes qui sont connues spécialement sur le droit des étrangers, le renouvellement, les titres et tout ça. C'est énorme. Voilà. Ce ne sont pas des étrangers, hein. Qui sont concernés, qui peuvent être parents d'enfants français, qui peuvent être membres de familles françaises, parce que sinon ils vont dire qu'il y a 10 millions d'étrangers en France. Donc, excusez-moi. J'ai pas dit ça. Quand vous dites aller voir des entreprises, est-ce que vous pouvez préciser, c'est l'entreprise qui emploie ou la des DSL, personnes qui rendent le service à la place? L'adresse, c'est 3 rues. Oui, c'est juste à côté de la préfecture. Hein. Et aussi, il y a en plus, c'est vrai, à la Guillotière, par exemple, on a constaté il y a beaucoup de cyber qui font ces demandes-là, qui vont payer 1500, qui vont payer 800 euros, qui vont payer 700 euros. C'est énorme. Et j'ai constaté, moi, dans le cadre de nos permanences Village du droit des étrangers, il y avait une association qu'on appelle Olivier des Sages. La dame, elle faisait un excellent boulot. Elle est décédée, cette dame, et voilà. Et donc, du coup, elle accompagnait que des personnes âgées. Et là, en ce moment, on a un problème dans nos permanences. Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent nous voir et qui sont concernées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Et le droit commun, on n'est pas tous égaux devant le droit commun, en tout cas. L'accès au droit commun, voilà. Nous, on va parler des réfugiés, du coup, pour les renouvellements et les bugs auxquels font face les BPI, les bénéficiaires de la protection internationale. Forum a aussi réussi à trouver
un petit lien avec la préfecture. Donc parfois les personnes qu'on accompagne au bout de 2 ans sont sorties de notre dispositif et tombent dans le droit commun du coup. Mais quand le droit commun n'arrive pas à résoudre, nous on a eu à intervenir sur les dossiers des CCAS ou de la mission locale qui renvoient ces personnes vers nous du coup parce que il n'y a pas possibilité de prendre rendez-vous, l'ANEF est bloquée ou le renouvellement de l'API est suspendu. On envoie un mail, on a un contact direct avec la préfecture, on envoie un mail et parfois sur les 2-3 jours on reçoit soit c'est mis à jour ou soit on nous précise qu'est-ce qui est bloqué parce qu'en général on ne sait pas du tout. Donc il y a quand même des personnes, on a des interlocuteurs qui nous donnent des réponses pour les bénéficiaires de la protection internationale. Alors, en ce qui concerne les contacts préfecture, malheureusement, il n'y a pas un contact téléphonique pour justement nous éclairer sur une situation particulière. Si ce n'est l'accueil, bon, l'accueil c'est du standard. Nous, conseillers numériques à la MMIE, bon, on se base pratiquement sur le contact citoyen. Donc ANEF, donc quand il s'agit de résoudre, de débloquer une situation, on appelle systématiquement l'ANEF pour voir si éventuellement il pourrait intervenir pour débloquer la situation. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une dame très autonome sur le plan numérique qui a fait une demande de renouvellement de sa carte de résident au mois de mars, donc 2 mois avant l'expiration de son titre de sa carte de résident sur le site ANEF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, cette démarche n'était pas encore possible sur l'ANEF. Donc, et étrangement, sa demande a été prise en compte et il s'est vu octroyer une attestation de dépôt. Et puis après, silence radio de la préfecture, hein, donc aucune nouvelle, pas de demande de complément d'information, rien du tout. Son titre de séjour a expiré au mois de mai et donc il commence à s'inquiéter. Pas de nouvelles de la préfecture. Donc il a été voir la CIMAD pour voir s'ils peuvent lui apporter des éléments d'information par rapport à ça. Et donc le juriste de la CIMAD lui a expliqué en fait que sa démarche a été erronée et que à ce moment-là, il ne fallait pas faire la demande sur ANEF, mais plutôt prendre rendez-vous et déposer physiquement son dossier à la préfecture. Donc il vient avec tous ces éléments me voir. Donc moi, mon premier réflexe, justement, c'est de contacter l'ANEF pour voir si éventuellement on peut faire annuler cette première demande et faire une nouvelle, puisque à ce moment-là, la démarche était possible sur l'ANEF. Eh bien, l'interlocuteur m'a malheureusement précisé qu'en fait, il n'a pas la main sur le dossier et que seul l'agent instructeur peut faire annuler cette demande. Et donc, la seule solution qu'il nous reste, c'est de contacter, de relancer la préfecture via la rubrique « Nous contacter » pour voir s'ils peuvent éventuellement faire annuler cette première demande rapidement. Bon. On a relancé plusieurs fois, donc toujours les mêmes réponses à robotique machinale. Vous aurez votre API une fois que votre demande aura été instruite. Après, bon, heureusement qu'un mois après, il a pu quand même faire annuler sa première demande. Donc, et on a pu refaire la demande en bonne et due forme cette fois-ci sur l'ANEF et s'est vu octroyer une attestation de dépôt, mais pas d'API. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne fait la demande au-delà de la validité de son séjour, il a il a une attestation de dépôt, mais il n'a pas une attestation de prolongation d'instruction. Et donc ça, par contre, c'est très impactant. Voilà, exactement, c'est très pénalisant, c'est très impactant au niveau de ses droits et même au niveau du travail. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions dans la salle? Le micro a peut-être déjà circulé. Oui. Comme l'a fait le monsieur, pensez à bien vous présenter. Oui, moi c'est Azarel, conseillère numérique. Je suis là. Oui. Alors, à côté des demandes classiques, moi je fais également les demandes de naturalisation.
en fait, j'ai pris sur moi avec l'aval de mon directeur, que je dis merci, de faire les demandes de naturalisation tout en formant les personnes qui le demandent. Parce que, en fait, moi, j'ai constaté que concernant ces demandes, il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à le faire. Il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à faire le suivi, parce que j'ai reçu plein d'usagers qui avaient certes déposé, mais qui après, ils sont venus, on avait clôturé leur demande parce que la préfecture avait envoyé des notifications. Eux, ils ne savaient même pas ce qu'on appelait notification. Ils venaient pour savoir pourquoi les documents qu'ils avaient téléversés sur leur espace, ils n'arrivaient pas à envoyer parce que la préfecture avait carrément clôturé leur demande. Et moi, ce que je fais, c'est, en leur aidant, je les forme aux notions juridiques et numériques pour qu'à terme, ils deviennent plus autonomes. Parce que à perpétuel, si on passe le temps à les aider, ils vont jamais être autonomes sur les démarches administratives et ils vont aller se faire arnaquer ou faire des mauvaises démarches auprès des commerçants. J'aurais aimé qu'il y ait un représentant de la préfecture du département pour comprendre toutes les difficultés que les conseillers numériques ont au quotidien dans les démarches administratives des étrangers. Moi, j'ai la chance d'être juriste. Moi, j'ai un doctorat en droit et j'arrive facilement à aider ces personnes, mais il y a un sérieux problème de formation, de notion, parce que les usagers qui viennent, ils ont le numérique, ils sont largués, le juridique, ils sont largués. Ils savent parfois, il y a certains qui viennent carrément en pleurant parce qu'ils comprennent pas. Il y a une certaine tension des démarches. À un moment donné, il y a certains qui n'arrivent même plus à aller au travail parce que ils comprennent plus, parce que ce sont les démarches qui ont pris toute la place de leur vie. Donc c'est ce que moi je fais au quotidien pour les aider. Et je voulais demander à l'association Village du droit des étrangers, quand est-ce que lorsque la demande est clôturée, s'il y a un usager qui veut faire un recours administratif, est-ce qu'on peut les envoyer chez vous, par exemple? Voilà, parce que moi, je fais pas, en tant que conseillère numérique, je fais pas du contentieux. Je crois que c'est de la compétence des avocats. Merci. Bien sûr, nous on est là, hein. On n'est pas de Foulouse, on n'a pas d'argent, mais on est là. Non, mais oui, vous pouvez les orienter, hein. Mais aussi après nous, en retour, certes, comme je l'ai dit dès le début, que le fait qu'on a aussi des avocats dans cette permanence, ça facilite beaucoup de choses. Donc voilà. Donc oui, on a des avocats sous la main. Parfois, on peut tout de suite balancer. Il n'y a pas que ces avocats-là. On a d'autres avocats, hein. Ça, c'est interdit. Donc du coup, oui, on oriente. Vous pouvez les orienter au niveau du village du droit des étrangers. Par contre, nous, on souhaiterait, si vraiment ces villes urbaines vont venir Vénissieux et tout ça, s'il y a vraiment, il faut les orienter aussi vers la CIMAD. Ils sont aussi des bénévoles compétents au niveau de la CIMAD. Il faut les orienter vers la CIMAD. Parce que le village du droit, à fortiori, ils vont rester ici 6 heures du matin et à 10 heures, ils n'auront pas de place. Donc, du coup, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que de les voir le matin, quand je viens à 9 heures, qu'il pleut et qu'ils sont là, et que nous, on prend que 33, alors qu'il y a plus de 80 personnes, franchement, je me dis, c'est pas possible. Donc, vaut mieux, oui, il faut les orienter vers 3DE, mais dans d'autres permanences, puisqu'on n'est pas la seule structure qui accompagne vers le droit, en tout cas vers le droit commun. On va prendre une autre question, allez-y. Oui, je m'appelle Jean-Yves Clavier. Justement, je travaille à la CIMAD, donc je peux qu'abonder dans le sens de notre complémentarité. Et donc la CIMAD, c'est quand même, je pense, le plus gros association d'aidants, avec plus de 4500 personnes reçues dans nos 5 permanences, avec aussi des juristes et des collaborations avec des avocats quand il y a besoin de faire des recours. J'abonde dans votre sens sur l'autonomisation, et il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis aussi dans le sens de votre dernière intervention, le suivi du dépôt de titres de séjour de personnes étrangères, c'est malheureusement pas seulement aller jusqu'au dépôt. Il y a tout un travail de suivi qui est souvent là qu'arrivent les dysfonctionnements, les bugs, les rejets, les demandes de pièces complémentaires qui amènent à des ruptures de droit, des choses comme ça.
Je suis content d'entendre que de temps en temps, il y a des gens qui ont accès à la préfecture et on sait que Forum Réfugiés et les bénéficiaires de la protection internationale sont un petit peu plus gâtés que les autres, mais ça cache pas tous les dysfonctionnements. Ce que je voulais dire, à côté de cette intervention à la CIMAD, j'ai eu un contact téléphonique la semaine dernière pour dire que il y a eu l'initiative de la création d'un observatoire de l'accès aux droits des personnes étrangères dans le Rhône. C'est une initiative au départ qui était interassociative, qui ne demande qu'à s'élargir à tous les acteurs du service public et tous les accompagnants qui interviennent dans ce milieu-là pour faire remonter les bugs, les dysfonctionnements, parce qu'on voit bien s'il y a un consensus, il y a la complexité et puis il y a le fait que souvent il y a des blocages. Et la préfecture, l'absent aujourd'hui, je crois que un des gros messages quand même, c'est qu'il faut qu'on encourage cet accès à la préfecture. Dans le Rhône, il y a un conseil départemental d'accès aux droits d'État qui pourrait financer des juristes. On est très déficient là-dessus par rapport aux autres départements. Il y aurait moyen quand même d'avoir des financements complémentaires. J'en appelle aux politiques locaux d'accélérer leur demande là-dessus. Mais je crois que tous ensemble, on doit faire remonter ces cas. On a des différences un petit peu avec Oumar sur qu'est-ce qu'on fait quand il y a des dysfonctionnements. J'approuve ce qui est fait aussi, mais je pense qu'on doit utiliser la solution de substitution dont parlait Cindy dans la présentation pour mobiliser la préfecture aux dysfonctionnants. Ces formulaires, ils sont très déficients, il n'y a pas d'accueil physique, mais il faut les utiliser et il faut faire des recours pour contester et pour donner des retours à la préfecture sur le fait que le système de substitution actuellement est déficient. Et puis il y a quantité de dysfonctionnements, de bugs, de non-accès aux droits, de perte de droits qu'il est nécessaire de faire remonter ensemble. Alors l'initiative d'observatoire de l'accès aux droits des personnes étrangères, c'est accessible via un site internet qui s'appelle accès aux droits au pluriel, AUXDORITS.69.fr. Il y a un formulaire et vous pouvez remplir tous vos dysfonctionnements. Le but, c'est de les synthétiser, de voir ce qui est redondant, de voir qu'est-ce qui bug dans tel motif et peut-être aussi d'avoir une ressource sur les solutions, parce que l'important, c'est le suivi. Qu'est-ce que chacun fait face à ces dysfonctionnements? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et je crois que si on mutualise un petit peu toutes ces informations, on ouvrira peut-être un peu plus de portes à la préfecture. Et il y a des évolutions tous les jours dans les systèmes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes qui sont peut-être justifiées. Mais je crois qu'en tout cas, il faut encourager ce dialogue et cette évolution à la préfecture. Et c'est seulement si on mutualise nos connaissances que ça se fera. Oui, je voulais juste apporter juste un petit témoignage par rapport à la préfecture. À titre personnel, j'ai accompagné une dame qui était elle qui avait un problème de statut. Elle avait fait une première demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français, et par la suite, une de ses autres filles a obtenu la protection internationale. Donc, on basculait sur un autre statut. Cette dame venait d'une autre préfecture, donc en fait, les deux préfectures se balançaient la balle. Et ça a duré pendant 4 ans, la petite blague. La problématique était aussi que la loi sur la demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français avait changé, demandait plus de documents. Madame n'en avait pas été informée, donc la procédure en fait stagnait depuis 4 ans et on ne savait pas pourquoi. On a eu beaucoup de mal, donc cette dame, je l'ai accompagnée pendant 2 ans et demi, et on a eu son titre de séjour au bout de 2 ans. On a eu énormément de mal, et la seule chose qui a réussi à faire bouger les choses, c'est donc une condamnation de la préfecture de Valence et le fait qu'on se soit présenté à la préfecture en prenant un rendez-vous pour récupérer un titre de séjour, que bien sûr on n'avait pas. Et une fois sur place, en expliquant la situation, on a demandé à parler à un responsable qui est venu, qui n'a pas du tout apprécié de se voir présenter une condamnation. Mais ça a pu faire bouger les choses, et madame est repartie 2 mois après avec un titre de séjour.
Donc c'est aussi après j'ai pas envie de le généraliser parce que ça peut aussi porter préjudice à d'autres personnes, mais quand vous avez des situations qui bloquent réellement et vous n'avez pas d'autres solutions, parfois ça peut aussi permettre de débloquer, d'y aller et de demander à parler à un responsable. Rien que de pouvoir expliquer la situation, de présenter les documents, ça peut aussi permettre de débloquer les choses. Voilà. Surtout un mot, oui, par rapport aux parents d'enfants français, parce que souvent je fais aussi des demandes par rapport aux parents. Ce qu'il faut savoir, il y a 2 statuts. Il y a parents d'enfants français mariés et parents d'enfants français non mariés. Les difficultés qu'on a en ce moment, c'est parents d'enfants français non mariés. Voilà. En ce moment, quand tu fais une demande et qu'il y a, en tout cas, le parent d'enfant français n'est pas marié, dans ce cas-là, en général, en tout cas, en ce moment, c'est long, la demande. Et puis, parfois, il y a des enquêtes derrière. Voilà, c'est surtout ça ce qu'il faut se dire. Oui, voilà. Donc, c'était juste par rapport à votre question concernant la naturalisation. Donc, c'est par rapport au classement sans suite, c'est ça? Ah. Non, mais c'était juste à titre informatif, en fait, que malheureusement, le classement sans suite, dans le cadre de la naturalisation par décret, ne donne lieu à aucun recours. Il n'y a pas de recours possible. Parce que, encore une fois, l'État français considère que la naturalisation par décret est une faveur. Donc, ce n'est pas un droit. Contrairement à la naturalisation par déclaration. Donc, parents au conjoint d'un Français. Donc aucun recours n'est possible si ce n'est attendre 2 ans et refaire une nouvelle demande avec... C'est de faire un recours. Toujours, même si le dossier est ajourné, une possibilité de faire un recours. Bien sûr, on n'est pas dans un... Heureusement qu'on est dans un pays de droit. Oui, il y a une possibilité toujours de faire un recours quand il y a un refus par rapport à la naturalisation. Certes, oui, c'est vrai qu'on a constaté il y a 1 an ou 2 ans, toutes les personnes qui avaient fait des demandes au niveau des PIMS, avec les PIMS, et quand les PIMS n'avaient pas le marché, donc du coup, il y avait des centaines de personnes qui avaient des rendez-vous, qui avaient leur dossier, leur enveloppe scellée, se voir recommencer la procédure. Certaines d'entre ces personnes-là ont attendu 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et de là, il faut recommencer à 0. Oui, il y a eu ce classement tout de suite en gogo. Mais pour moi, oui, la naturalisation, certes, ce n'est pas du plein droit. Ça, je suis entièrement d'accord, ce n'est pas du plein droit. C'est l'État français qui veut octroyer la nationalité à une personne. Ce n'est pas du plein droit. Mais quand même, il y a toujours une possibilité de recours. En fait, ce n'est pas un refus, c'est un classement sans suite parce que l'usager n'a pas donné à temps le document complémentaire. Le dossier n'est pas complet. Il faut refaire. Il faut refaire. On va prendre une dernière question peut-être. Je ne sais pas où en est le micro dans la salle. C'est moi qui détiens le micro. Je ne le vois pas. Allez-y. Alors, pour le coup, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage informatif, parce que je fais partie de Futurs Composés qui apparaissent dans la colonne de gauche, tout en bas à droite, dans les infos droit et juridique. Alors, je ne propose pas de solution de droit ou juridique, mais je fais partie de l'organisme de formation qui porte la proposition de la MEDNUM pour accompagner les CONUM sur ces questions-là. Et j'en ai rencontré certains parmi vous hier en formation. Et à savoir qu'au mois de janvier, proposer une formation de 2 jours autour d'accompagner les demandeurs et les droits d'asile à destination des conseillers numériques, mais pas que. Savoir que la formation est prise en charge par la Banque des Territoires et financée donc par l'État gratuitement pour les CONUM, mais elle peut être ouverte à d'autres médiateurs numériques ou à des aidants qui souhaitent se former autour de ces questions. Comment accompagner alors, c'est pas une formation juridique, hein, c'est une formation autour des questions du numérique, de savoir comment j'oriente, quelles sont... quelle est la posture que je peux adopter face à ces publics que je vais découvrir. Donc c'est plutôt destiné à des conseillers numériques ou en tout cas des aidants qui vont découvrir ces situations particulières et qui n'auront pas pour l'instant de compétences particulières autour d'une aide juridique. Voilà. C'est une formation un peu, comment dire, pas de base, mais en tout cas voilà, qui va construire les fondements pour un prochain accompagnement qui sont un peu plus qualitatifs. Merci. Vous avez été très,
très synthétique, donc peut-être qu'on a le temps pour une dernière question ou remarque ou témoignage. Okay. Oui, bonjour, je suis Marina Burdin, conseillère numérique à la MMIE et j'interviens à Givors dans une maison France Service. Donc moi, je voulais faire un retour d'expérience. On a parlé des défenseurs des droits. Là où je travaille, il y a la maison de la justice de Givors, il y a une juriste, il y a des avocats spécialisés, il y a le défenseur des droits. Donc comme quand j'ai la problématique d'un usager dont je vais vous parler, qui a fait toutes les démarches, qui est dans les clous et qui se retrouve dans une situation irrégulière parce qu'il l'attend et il a perdu son travail. Ça fait 7 mois qu'on est en galère, enfin qu'il est en galère plutôt, pardon. Et du coup, on est allé voir le défenseur des droits et c'est ça le retour que je voudrais vous faire comme ce qu'il nous a expliqué, le défenseur, c'est qu'il y a les textes de loi, il y a l'application de la loi et que là, ce monsieur, il a pu intervenir le défenseur des droits parce qu'il a une adresse mail directe de la PREF. Et cet usager a une attestation de promesse de réembauche. Et le défenseur des droits a expliqué que la loi, on met 6 mois, 8 mois avec la galère numérique, la dématérialisation, mais dans les droits de ce monsieur, en 7 mois, il a perdu son job, il n'a plus la CAF, et du coup là, le défenseur a pu, avec l'attestation de promesse d'embauche, et il a eu des dossiers qui ont été débloqués très rapidement, parce que cette promesse d'embauche, il y a le côté économique et que là, l'État a été obligé, enfin la préfecture, obligée de se positionner. Donc le défenseur des droits, après bien sûr toutes les 3 premières étapes, est vraiment primordial. Et après, si le défenseur des droits ne peut rien faire, là, l'avocat spécialisé droit des étrangers. Mais défenseur des droits, nous, en tant que conseiller numérique, on ne le connaissait pas bien et il faut vraiment s'en servir, quoi. Merci. Merci pour cette réaction. Peut-être qu'est-ce qu'on dit en termes de timing? Allez, une dernière question. Merci, bonjour. Donc moi je suis Saad Kilouay, je suis conseillère numérique MMIE, je travaille sur la commune de Saint-Fond. J'ai fait le lien, je voudrais faire le lien avec France. Donc avant c'était France Connect, maintenant c'est France Connect Plus. Avec la préfecture, c'était galère. Maintenant, c'est galère plus. Avec la remise donc de titres. Donc après plusieurs mois donc de galère, donc voilà, le titre est prêt et il faut prendre rendez-vous pour le retirer. Sauf que maintenant, on met des rendez-vous un dimanche à 17h. Et les usagers, donc, ils savent pas comment faire. Il y en a même qui me demandent s'ils peuvent venir chez moi. Donc bon, je ne sais pas si on faut rire, voilà. Mais j'aimerais bien donc apporter ce témoignage. S'il y a possibilité que la préfecture, au moins, donc on peut les aider, mais la semaine, pas quand même dimanche et samedi soir. Merci. Merci pour ce témoignage. Je propose de conclure là-dessus. En vous disant que les supports pourront être partagés, en vous remerciant pour votre participation et également surtout les personnes autour de cette table. À bientôt.